continue notre exploration sensorielle, notre exploration du vécu. On va le faire cette fois avec les deux personnes qui m'ont rejoint sur la scène. Ellie Cummins de Matrice, que vous avez déjà peut-être croisé hier, il était déjà là. Et puis Gwenna Wagon qui nous a rejoint et qui est artiste et enseignante aussi, donc avec cette double casquette. Et vous allez nous proposer une séquence autour du numérique. Et donc je n'ai rien vu, je ne sais rien, mais ça va être super. Donc Ellie, Gwenola, je vous laisse la parole. Je commence, je vais très vite montrer des extraits de films directement, mais je voulais juste faire une petite transition avant de les lancer. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et merci aussi à mes quelques étudiants qui m'ont suivi jusqu'ici, parce que je suis très contente qu'ils puissent vivre ce moment de cette immersion. Et je voulais dire en deux mots que je vais montrer en fait des petits extraits d'un film qui a pour principe de faire vivre des imaginaires en les poussant jusqu'au bout, y compris dans des situations de cauchemardesques à oniriques, du pire ou du meilleur, ou les deux en même temps, en utilisant la fiction comme manière de spéculer. Donc ce sont un peu des fictions spéculatives. Voilà. Alors, pour me présenter, ce site internet qui s'appelle d-w.fr présente différents films et expérimentations, textes, livres que j'ai pu faire. Je voulais en une seconde aussi parler d'un film que j'ai fait en 2017 à Taïwan sur les lucioles, parce que j'étais très sensible sur le moment acoustique d'écoute qu'on a eu tout à l'heure. Et moi, pour la petite histoire, j'ai fait un film pour m'intéresser à un récit qui était... je cherchais des récits qui permettent de basculer, justement. Voilà, je cherchais des récits qui permettent de basculer. Et en cherchant des récits de basculement, pour le dire assez vite, j'avais eu ouï dire qu'à Taïwan, il y avait un pèlerinage chaque année pour aller observer des lucioles au printemps, qui se faisait dans toute la population taïwanaise, qui était d'aller voir des lucioles dans leur milieu naturel, parce qu'elles avaient disparu en grande partie des villes et qu'elles n'étaient visibles que dans les campagnes ou dans les forêts reculées. Et j'ai suivi des visites de lucioles et des écoles qui amènent les enfants voir ces lucioles, ainsi que des scientifiques qui s'occupent de les réintroduire à Taipei. Et à cette époque-là, moi j'avais très peur des araignées, et notamment des araignées taïwanaises. Et en faisant ce documentaire, j'ai pu connaître mon milieu, apprendre à vivre avec, et cette peur a complètement disparu. Au contraire, le monde des insectes taïwanais est devenu plutôt un attrait qu'une peur. Donc c'était pour rebondir sur l'écoute qu'on a eue. Et là, je vais parler d'un projet qui s'appelle Erewhon, qui a donc un site internet. Ce site internet qui est donc un site qui présente en fait un film qui se compose de petits chapitres qui sont ici. Et chaque chapitre explore un monde spéculatif qui est un peu le monde d'aujourd'hui, vu par les images d'aujourd'hui, à la manière d'un écrivain qui est mort, qui s'appelle Samuel Butler, qui a écrit un livre qui s'appelle Erewhon à la fin du 19e siècle. Et dans ce livre, il spéculait sur un monde où les machines auraient disparu. Et il essaye de comprendre, en fait, il rend visite à un monde où les machines ont disparu, littéralement. Il essaye de comprendre pourquoi, et pourquoi les habitants s'en sont débarrassés progressivement. D'abord, les machines qui leur faisaient du mal, et puis celles qui leur faisaient de plus en plus de mal. Et après, ils se sont mis à arrêter de manger les animaux, puis ils se sont mis à arrêter de manger les plantes. Donc c'est une fiction spéculative qui date du 19e siècle, de Samuel Butler. Et le film explore aujourd'hui, c'est l'inverse en fait, c'est l'opposé. Et nous, on s'essaye à comprendre pourquoi elles ont apparu en fait. Voilà. Et donc chaque chapitre prend un aspect d'une ville en fait très contemporaine. L'Erewhon d'aujourd'hui. Le premier chapitre aborde la question des machines au sens large. Le deuxième chapitre revient sur leur apparition et leur évolution.
Le 3e chapitre parle des chats et des aspirateurs et des robots. Le 4e chapitre parle de la bienveillance des caméras de surveillance, qui s'appelle Care Camera, de manière assez ironique, et de l'exhibition des éréoniens. Le chapitre suivant, qui s'appelle Les Bienheureux, parle du monde du travail, où le monde du travail aurait un peu disparu, et les éréoniens, qui sont dans un loisir permanent, viennent s'amuser dans leurs anciens bureaux pour faire des jeux absurdes, rocambolesques, ou tout ce que vous voulez. Le 6e chapitre parle des anciens, des personnes âgées qui sont dans des centres qui s'occupent avec des robots. Et le 7e chapitre qu'on va voir en entier, qui dure 3 minutes, parle des animaux. Voilà, je le lance. Tac. Alors. Excusez-moi, je le lance, voilà. Quand nous nous plaignons de la vanité des choses humaines, nous devrions nous souvenir que le monde n'est pas fait pour durer, mais pour que l'on en jouisse. Toutes les choses que nous connaissons sont emmenées dans un va-et-vient perpétuel. Elles ne s'arrêtent devant nous qu'un instant, mais il ne tient qu'à nous d'y prendre plaisir. Merci Gwenola. Alors d'abord, avant tout, puisque je pressens Hervé qu'on va devoir finir rapidement, et avant tout, je pense que la chose la plus importante que j'ai à vous dire, c'est d'aller voir cette œuvre
qui se trouve en ligne. Gwenola, tu as voulu la montrer directement sur le site web à dessein, parce que c'est une œuvre qui est diffusée en ligne. Ça a été pour moi quand elle a été mise en ligne, quand elle a été publiée entre fin 2018 et mi-2019, si j'ai bonne mémoire. Ça a été une œuvre très marquante. Je me souviens de toutes les images de ces machines qui tournent, qui vivent, qui accomplissent des tâches sans nous et sans vie organique. Je me souviens de tous ces êtres humains, comme vous l'avez vu ici, qui attendent, qui regardent, qui parfois errent un peu sans autre but que l'instant. Et puis des animaux. Ici, c'était des animaux qui jouaient, mais il y a aussi des animaux qui attaquent. Je me souviens de ce requin au tout début qui attaque un câble sous-marin devant ce qu'on imagine être un robot. Ça, c'est une autre pièce qui s'appelle WordBrain, mais c'est vrai que les animaux interviennent beaucoup dans mon travail. Alors cette pièce-là, juste, j'ai oublié de préciser, elle est faite réalisée avec 2 autres réalisateurs, qui sont Pierre Casounogues, qui est philosophe, et Stéphane Degoutin, qui est artiste. Voilà, donc moi je voulais juste vous encourager à aller voir cette œuvre, et c'est très intéressant aussi de regarder une œuvre telle que celle-là en ligne, parce que ça interroge aussi beaucoup notre manière d'être en ligne devant Internet, de consacrer l'attention qu'il faut à cet objet sans toutes les distractions qui vont venir vers nous à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez trouvé ces images et comment vous avez construit le rythme avec Pierre Casounogues et Stéphane Degoutin, de l'ensemble de l'œuvre qui se présente comme une sorte de feuilleton au moment de sa publication? C'était un épisode c'était quoi l'intervalle de publication? Alors c'était une série où il y avait des épisodes tous les 2 mois à peu près. Alors je voudrais en parler tout en coupant le son. J'essaye de couper le son ou peut-être si quelqu'un... Merci beaucoup. C'est bon. Voilà, comme ça je le mets en arrière-plan, comme j'ai pas beaucoup de temps, ça nous fera gagner du temps. Alors en fait là, il y a un exemple derrière moi là, qui s'appelle Le rêve de l'ingénieur. L'idée de ce chapitre, c'était de pousser le rêve de la Silicon Valley à son maximum. Alors très bien, vous voulez une maison automatisée, vous voulez que tout soit connecté, très bien, allons-y, imaginez-le et faisons-le au maximum. Regardons ce qui se passe. Donc pour arriver à construire ça, on avait pris tous les moments les plus ultimes dans des publicités de smart home, donc de maisons connectées principalement vendues par des conglomérats d'électroménagers ou de grandes entreprises du numérique. Et donc Alexa, Google Home, etc. Ou Ring, la société Ring. Et donc ces entreprises-là ont une vision du rêve d'automatisation qui est un peu datée, qui en fait date des années 50 finalement. C'est un peu le rêve d'après-guerre, post-cybernéticien. Et ce rêve-là, ils l'ont poussé encore plus que dans les années 50 en l'imaginant sans friction. Tout glisse, tout est accessible. Même les animaux domestiques qui sont très présents, parce qu'il y a beaucoup de chats et de chiens. Je pensais à ce que disait Joël Zack tout à l'heure, ils sont adulés, ils sont adorés, autant que sont détestés les autres qui sont rendus invisibles dans les fermes animales, ou voire les nuisibles dont on parlait, les cafards, les souris ou autres. Et donc il y a ce rapport très ambigu face à la technique, qui est une technique qui finalement est montrée surtout dans des publicités. Donc on a beaucoup pris de publicités, et souvent c'était des publicités qui sont invisibles du grand public. Il y a beaucoup de publicités de machines qui s'adressent que à des industriels, qu'on peut trouver en ligne sur certaines plateformes, et qui n'ont qu'une ou 2 vues, que personne ne voit, et qui vendent un monde merveilleux pour que votre cochon puisse allaiter facilement, par exemple, ou que la vache puisse avoir du lait qui sort facilement, ou aussi bien que le réveil qui vous réveille et qui vous materne en vous réveillant, ou la porte qui s'ouvre toute seule, ou la maison qui se surveille toute seule, etc., etc. Et on voulait aller jusqu'au bout de ce rêve, qui est en fait au bout du bout cauchemardesque. En fait, il n'y a pas plus cauchemardesque que ça, mais comme il est jamais visible, c'est-à-dire qu'on l'a toujours dans des petits brèves, des petites bribes de journaux ou disséminés sans qu'il soit entier, le fait de le montrer entièrement montre son côté meilleur des mondes à la Aldous Huxley. C'est vraiment ce que faisait Aldous Huxley. Et alors l'idée aussi, c'est de dire que finalement il y a des rêves qui sont très bien en fiction. Et que la fiction c'est merveilleux, mais il ne faut pas forcément la vivre. Et en termes de fiction, je veux dire, c'est intéressant de lire Le meilleur des mondes, c'est un monde habitable, mais c'est un monde habitable dans l'imaginaire. Il faut le laisser dans l'imaginaire. En soi, c'est une très belle œuvre, et cet imaginaire est magnifique, mais il n'est pas à réaliser.
Et peut-être qu'en le lisant, on n'a justement pas envie qu'il soit réalisé. Et là, c'est un peu pareil. Il y a peut-être des choses qu'il faut faire en fiction. Il ne faut pas s'interdire de les faire, au contraire. Et moi, j'encourage beaucoup les artistes que je côtoie et les étudiants à aller explorer des choses, y compris dans les limbes du cauchemardesque, mais justement pour qu'elles ne soient pas réalisées. Donc c'est un peu l'anti-réalité. Parce que en fait, c'est aussi cette spéculation-là, c'est aussi ce que faisait d'ailleurs Philippe Cadic, c'est aussi en créant ces mondes imaginaires qu'on peut voir à quel point ils peuvent nous échapper et devenir incontrôlables, et on peut être enfermé à l'intérieur. Donc la question de l'enfermement, c'est un peu le cas de ce chapitre. C'est un chapitre sur l'enfermement. C'est-à-dire ce sont des Américains qui sont dans leur banlieue, dans des petites maisons confortables, et ils sont enfermés derrière leur sonnette surveillée, dans un quartier qui est dans une bulle, où ils ne sont plus qu'entre eux, parce qu'ils ont peur de moindre chose qui passe derrière leur sonnette. Même le papillon leur fait peur. Et la nature leur fait peur, du coup. Donc ils se coupent de la nature, ils se coupent du vivant, parce qu'ils se sont mis dans des bulles. Et la question, c'est de savoir finalement comment on en est arrivé là, avec ce système-là, et comment on peut décortiquer ces imaginaires pour finalement les faire bifurquer, enfin, ou imaginer d'autres modes d'imaginaire. Mon sentiment, c'était aussi qu'il y avait une grande ambivalence sur la temporalité de l'œuvre et puis sa situation historique. Tu disais tout à l'heure que c'était au fond une vision cybernéticienne qui date des années 50. Et donc il y a déjà un effet un peu comme ça de rétro-futur, on va dire, de futur vieilli, enfin déjà vieilli. Tu parlais de Samuel Butler qui se livre à ces spéculations, à ces récits spéculatifs, un peu comme les voyages de Gulliver fin du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? On n'a pas entendu ici, mais il y a une voix off. Donc il y a quelqu'un qui dit un texte, et là il y a quelque chose de très livresque. On a l'impression d'être devant un livre, un petit peu. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux d'appréhension de l'œuvre, il y a plusieurs temporalités, il y a quelque chose d'un peu déjà dépassé. Dans ce qu'on voit, on se dit c'est le futur, mais c'est le passé. C'est un futur qui est daté à l'instant T au niveau des images, qui est le moment où on trouve ces images. Et c'est vrai, si je les mets un tout petit peu comme ça, ce sont des images qui ont une date, parce que c'est des images d'objets techniques, et c'est des images qui correspondent au moment où elles apparaissent. Elles sont datées suite à la technique qui est utilisée. Mais par exemple, le récit... Alors Samuel Butler, il est pris comme un être humain écrivain de science-fiction qui est mort et dont les paroles ont été analysées par un logiciel, et en fait il est dans une machine, en fait c'est ce qui s'appelle un nécrobot, c'est-à-dire qu'en fait il continue de parler par le biais d'une machine, et il continue de voir et de commenter les vidéos d'aujourd'hui sur YouTube. Et sa voix, le texte qu'on entend dans la vidéo, là que vous ne pouvez pas entendre, mais qui est le narrateur en fait, c'est une voix du 19e siècle qui parle comme au 19e siècle, avec les mots d'autrefois, le phrasé d'autrefois, mais sur des images d'aujourd'hui. Et donc il est en permanence en boucle lui-même dans la machine, en train de commenter ces images du moment T, quoi, à l'instant T. L'idée c'est que... en fait, l'idée c'était d'imaginer finalement qu'est-ce que Samuel Butler écrirait aujourd'hui s'il voyait ça, et comment aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des imaginaires qui en fait sont spiraliques, enfin ils sont en spirale, pardon. Et du coup, cet imaginaire de la Silicon Valley qui est finalement la suite des années 50, qui se répète en fait, en ne tirant pas forcément parti des erreurs du passé, et en allant parfois nous emmenant droit dans le mur. Alors la colonie spatiale, le rêve martien, c'est l'héritage des colonies, des communes des années 60-70 aux États-Unis. On le retrouve qui s'accélère avec des personnes comme le patron d'Amazon qui crée ces colonies, qui a en tout cas l'intention d'en produire, et qui répète un imaginaire daté. Il répète un imaginaire qui est finalement vieilli, qui n'a pas beaucoup changé. Et le fait qu'il répète ça, il est lui-même comme un robot en boucle. Et c'est ça aussi qu'on critique un peu, ou qu'on s'amuse, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ironie dans le film, c'est un film assez drôle en fait, parce qu'il faut aussi prendre de la distance par rapport à ça. Pour moi, l'ironie vient aussi chercher des bifurcations. Plus j'arrive à trouver de la distance, et plus je peux en proposer aux autres, plus il y a moyen d'aller ailleurs en fait, pour se glisser dans les failles de la proposition imaginaire datée, quoi. Je sais pas comment le dire. Est-ce que c'est une forme que vous continuez à travailler en ce moment? Tu parlais de World Brain qui, pour moi, est très lié dans la forme à celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en ce moment, je suis sur une autre série
qui s'appelle Virusland, qui est sur les virus, et notamment sur les virus informationnels, puisque j'ai été extrêmement perturbée par la période qu'on vit actuellement. Dans cette série, il s'agit d'explorer le monde imaginaire que la viralité produit à travers les images qui circulent sur Internet, et en particulier les images qui viennent faire disparaître le vivant, d'ailleurs, justement. Des images qui viennent nous montrer un monde complètement stérile, dénué de virus, où il n'y aurait aucune maladie, aucune mort, et on serait tous débarrassés des virus. Voilà, c'est un imaginaire qui existe en ce moment, qui a été beaucoup promu en Chine pendant le mois de mars dernier, et qui était surtout l'image de ces nuages qu'on voyait arriver pour désinfecter les villes. Or, ces nuages sont extrêmement toxiques et abîment tout le vivant, voilà, le vivant au sens large. Or, il était extrêmement choquant de les voir vilipendés par tout le monde en disant « Regardez, c'est une manière de faire disparaître un virus. » Oui, mais on fait tout disparaître. Heureusement, on en voit moins, mais il y a d'autres images qui ont pris le pas. Et j'analyse ces images avec toujours Pierre Cassonogues, qui est philosophe, qui a sorti un livre qui va sortir début octobre, qui s'appelle aussi Virusland, qui s'interroge sur la question de la viralité et les problèmes aussi que pose la viralité aujourd'hui dans plein de domaines. Et aussi voilà, la manière dont ça se passe. Merci beaucoup, Gwenola. Merci. Merci à vous deux.